Un autre chapitre de terminé. Une autre série de terminé. Demain, j'envoie le tout à l'éditeur et ça sera réglé. Je devrais bien trouver une nouvelle série, mais ça ira à demain. Ce soir, il n'y a qu'un bain, de la mousse, un verre de vin et moi. Plus de personnages, plus d'intrigues, plus d'histoires, que de l'eau, parfaitement souple. Plus de date limite, plus de quotas, que le silence. Oh, le silence, le calme, la paix. Qui cela, eux? De quoi l'humanité a besoin dans ce nouveau millénaire? De qui l'humanité a-t-elle besoin dans ce nouveau millénaire? D'un protecteur? D'un sauveur? D'un ami? Twenty Century Boys est un seinen de Naoki Urasawa, publié dans Big Comic Spirits de 2000 à 2006. Kenji Endo est un trentenaire gérant péniblement l'ancien magasin d'alcool de son père qui l'a converti en combini. Le jour où un de ses anciens amis meurt, il tombe sur un étrange symbole qui le replonge dans son enfance. Enfance où, avec ses copains, il se préparait à sauver le monde. Or, les événements qu'ils avaient inventés enfants semblent se produire et être liés à la mystérieuse secte dirigée par un certain ami. Naoki Urasawa est un incontournable du monde des mangas, particulièrement des mangas des années 90 et 2000. Il a vu le jour en 1960 à Fuju, une banlieue ouest de Tokyo. N'allons pas aux jardins d'enfants, il est initié très jeune au monde des mangas par Tetsuwan Otomo et Zangolo Taide, du grand Osamu Tezuka, qu'il pouvait lire chez ses grands-parents qui s'occupaient de lui durant le jour. Très impliqué à l'école primaire, il y dirige le journal étudiant où il y publie ses premiers mangas sous forme de yankoma. Il parvient même à éviter d'être intimidé en classe en offrant de ses œuvres à ses intimidateurs. C'est à cette époque qu'il décide une première œuvre plus longue, Taiko no Samyaku, en s'inspirant beaucoup du cinéma noir. C'est aussi à cette époque que la manga Phoenix d'Osamu Tezuka lui apporte un premier véritable choc artistique. Outre les mangas, il développe à l'adolescence une passion pour la musique, particulièrement pour Bob Dylan. Passionné de rock underground, il économise durant des mois pour s'acheter une guitare comme ses idoles, pour finalement se tromper en achetant une guitare classique qui n'a pas vraiment le même son. Au lycée comme à l'université, il côtoie de futurs grands musiciens comme Tetsuya Komuro et Hiroaki Borogoshi. C'est à la même époque que son intérêt pour la manga s'estompe. C'est à la sortie de l'université, avec en poche un diplôme en lettres de l'université de Meisei, qu'il revient vers le dessin. Sans emploi et sans perspective d'avenir, il accepte de passer un entretien d'embauche chez l'éditeur Shogakukan.
Inspiré par le succès retentissant de Katsuhiro Otomo et de son style moderne, il avait commencé à travailler sur une histoire intitulée Return. Sans trop d'espoir, il avait apporté le manuscrit avec lui à son entretien. Son œuvre fit si bonne impression qu'il a reçu le prix du meilleur jeune mangaka en 1982. Il se donne alors un an pour devenir professionnel. Pour ce faire, Urasawa devient l'assistant, entre autres, de Takao Saito. Il commence à publier de petites histoires pour Shogakukan en 1983 et 1984, mais c'est sa rencontre avec le responsable éditorial Takashi Nagasaki qui va lancer sa carrière. Nagasaki est devenu depuis son fidèle et productif collaborateur. L'article d'Urasawa mériterait une vidéo à lui seul, mais pour faire simple, il signe tout d'abord les dessins de Pineapple Army, le scénario étant de Katsuya Kudo. Mais c'est Yawara qui va faire connaître Urasawa par son succès phénoménal. Un tel succès que cette manga relancera le judo au Japon, alors une discipline délaissée, amenant une série animée, des jeux vidéo et un film. Suivront les 7 œuvres que sont Master Kitten et Happy. Déjà, Urasawa se sentait las des œuvres grand public et voulait travailler sur une histoire plus sombre et personnelle. Ces phénoménal succès lui permettront de renouer avec son amour des films noirs dans Monster et de parler de son enfance dans 20th Century Boys qui lui apportera son plus gros succès et la renommée en Occident. Mais nous y reviendrons. Malgré des ventes moins impressionnantes dans les années 2000, mais qui témoignent aussi d'une baisse du marché physique, il signera probablement ses 2 meilleures œuvres, Pluto et Billy Bat. Mais il doit mettre sa carrière sur pause en 2006 en raison de problèmes d'épaule qui l'empêchaient de travailler. Lui qui travaillait sur 2 séries en simultané, dessinant plus de 100 pages par mois pour alimenter les 2 magazines de Shogakukan. Sa blessure met en lumière les conditions de travail difficiles et pénibles des mangaka pour des salaires très modestes en plus. Urasawa a vendu plus de 140 millions de volumes en carrière pour ne toucher qu'un salaire fixe par histoire et de faibles droits d'auteur. Après 10 ans d'absence, il a publié une nouvelle série en 2017, Mujiruchi, et travaille sur Asadola depuis 2018. En parallèle, Naoki Urasawa mène une carrière d'auteur-compositeur-interprète depuis 2007, exauçant son rêve d'être une vedette de la musique, en plus d'avoir collaboré avec des artistes comme Koji Wakui ou Tojohiko Takamasawa. Il a sorti un album en 2008, Enseki no Otoko. Urasawa a remporté près de 30 prix majeurs dans l'ensemble de sa carrière et uniquement pour 20th Century Boys, nous parlons du prix du manga Kodansha en 2001, du prix d'excellence du Festival des Arts Médias de l'Agence pour les Affaires Culturelles en 2002, du prix du manga Shogakukan en 2003, du prix de la meilleure série au Festival d'Angoulême en 2004,
du Grand Prix de l'Association des auteurs de bandes dessinées japonaises et du prix Seum en 2008, et des prix Eisner de meilleure œuvre internationale en 2011 et 2013. 23 Century Boys s'inspire fortement de l'enfance et de l'adolescence d'Urasawa, et ce n'est pas anodin. Urasawa a pleinement profité de sa liberté de raconter l'histoire dont il avait envie, en puisant dans toutes ses inspirations et en assumant pleinement le style qui constitue sa marque de commerce, à savoir du suspense dense où le lecteur est amené dans un labyrinthe dont le chemin et la sortie apparaissent très lentement, mais la série est bien plus que cela. Ces 23 Century Boys présentent une galerie de personnages variés que nous allons suivre à travers les époques. Kenji Endo demeure l'axe autour duquel tout ce monde tourne. C'est beaucoup plus le personnage central que le personnage principal. Trentenaire tenant une franchise qui bat de l'aile et ancien musicien ayant abandonné son rêve, le Kenji adulte est un peu un perdant. Alors que le Kenji enfant était un garçon débordant de confiance et de charisme qui a fédéré une bande d'amis autour de ses jeux et de ses projets fous. Or, ses amis, même devenus adultes et ayant tous une vie plus ou moins terne, voient encore en lui ce héros droit et déterminé. Comme tous les adultes, ils ont dû faire le deuil de leurs rêves d'enfant, aussi démesurés étaient-ils, pour devenir des travailleurs productifs. C'est la réalité de la vie. Mais la mort de leur ami Donkey va réveiller en Kenji ses rêves d'enfance et tant de souvenirs qu'il avait oubliés, lui donnant la chance de devenir le héros qu'il rêvait d'être enfant. Pour Urasawa, Kenji est l'image fantasmée de l'enfant et de l'adolescent qu'il pense, consciemment ou non, avoir été. C'est l'enfant à l'imagination débordante qui se nourrissait de manga. C'est l'adolescent maniaque de rock américain et de Bob Dylan. C'est le jeune adulte refusant ses responsabilités d'adulte, voulant plutôt être un musicien et entrer dans le groupe des 27. Le nom même de Kenji Endo renvoie à un musicien homonyme des années 60 et 70. Le titre en lui-même, 23 Century Boys, est celui d'une chanson du groupe T-Rex. Une grande part du charme de la série vient de la reconstitution nostalgie des années 60 et 70 que fait Urasawa, dans les nombreux détails qui redonnent vie à cette époque. Courant, moins populaire en manga, nombreuses séries télévisées des dernières années utilisent cet artifice fort efficace. Toute la série repose, entre autres, sur la perception que chacun a des gens qui l'entourent et des événements, particulièrement les souvenirs de notre enfance. Essentiellement, la série se construit
sur des sauts entre différentes époques, la fin des années 60, la fin des années 90, le début des années 2000 ou le milieu des années 2010 en suivant Kenzie et plus tard sa nièce Kana. En menant son enquête sur ce mystérieux symbole que ses amis et lui ont créé et qui a été récupéré par la secte amie, Kenzie confronte ses souvenirs d'événements anodins à leur époque, mais qui ont eu un grand impact dans le futur. Parce que chaque personne les a vécus différemment avec sa partie de l'histoire. Kenzie, comme le lecteur, va tenter de les rassembler pour comprendre le portrait global et comprendre qui est Amy, quel est son but, comment il est lié à leur enfance et comment il est lié à l'épidémie qui ravage le monde. Une mystérieuse épidémie qui ravage le monde. Cet manga est vraiment de la science-fiction. Ola Savoie aime utiliser la formule de démarrer une histoire avec un mystère, lui donner des réponses qui ouvrent de nouveaux mystères, qui mènent à des réponses qui ouvrent d'autres mystères, de façon exponentielle. Et souvent, la solution finale est bête de simplicité. Il utilise la même formule dans Monster, dans Pluto et dans Billy Bats. L'intérêt n'est pas tant de trouver les réponses que d'apprécier le chemin qui mène à ces réponses. Règle générale, les personnages en savent autant que le lecteur et découvrent l'information. Mais des fois, certains personnages en savent plus, cachant volontairement ou non la vérité, ce qui change totalement l'interprétation des événements de la série au fur et à mesure de la lecture. Ce jeu de va-et-vient continuel entre les époques crée une surcharge d'informations pour le lecteur, mais Ola Savoie donne juste ce qu'il faut d'indices pour que cela donne envie de continuer à lire. Et cela augmente le sentiment d'urgence des personnages comme des lecteurs, car Kenzie et sa bande savent qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 1999 pour empêcher la fin du monde qu'Amy a planifié. Qu'importe quelle forme prendra cette fin du monde et quel monde se terminera au juste, si Ola Savoie a laissé libre cours à ces thèmes, il a aussi pleinement assumé ses inspirations. Grand amateur de Mobius et de Stephen King, 23 Century Boys, avec ce groupe d'adultes qui doivent sauver le monde d'une menace empuisante dans leurs souvenirs d'enfance, fait immédiatement penser à It, mais aussi par l'exploration par Ola Savoie des thèmes de l'enfance, du combat entre le bien et le mal, ou par son rapport au destin, qui sont des successeurs à Stephen King. Stylistique. Au niveau du style, Ola Savoie a clairement été influencé par Katsuro Otomo et Jiro Taniguchi par cette approche de traits réalistes, mais dont les visages ne sont pas naturalistes. C'est vraiment un entre-deux entre les dessins très stylisés des années 70, l'ultra-masculinité et féminité des années 80 et 90 et le style épuré des années 2000. Son style est réellement unique et reconnaissable, en partie par le soin qu'il accorde aux expressions
des visages. Il y a surtout un autre sujet qui est central dans 20th Century Boys, outre la peur de l'an 2000. Les sectes au Japon, particulièrement de la secte Om Shikyo et de son charismatique chef gourou du vivant héros d'anime, Shoko Asahara. Fondé en 1984, la meilleure année de l'humanité, et prônant une doctrine mélangeant le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga, les courants Nouvel Âge, les prophéties de Nostradamus et le cycle de la fondation d'Isaac Asimov, la secte a commencé de façon modeste avant de connaître un grand succès au Japon, mais surtout en Russie. Utilisant tous les médiums à sa disposition, VHS, émissions de télévision ou conférences dans les universités, Shoko Asahara devint une véritable figure publique dans les années 90 et propagea sa doctrine, comme quoi l'humanité a commencé par le gouvernement japonais corrompu, allait périr entre 1997 et 2003. Il fallait alors un homme fort pour la sauver, homme fort qui l'incarnait, ce qui a justifié la création d'un parti politique en 1990, Vérité Shinjito, mais aussi le recours à l'enlèvement et au meurtre. C'est pour les mêmes raisons qu'il a organisé plusieurs attaques terroristes au Japon entre 1990 et 1995, dont la plupart échouèrent, sauf le 27 juin 1994, où ses disciples libérèrent du gaz sarin sur le stationnement d'un supermarché de Matsumoto, tuant 7 résidents et en blessant 200 autres, ce qui a mené à un des pires traumatismes du Japon moderne le 20 mars 1995, avec l'attaque de 5 stations du métro Tokyo, tuant 13 personnes et en blessant 6300 autres. Attaques qui ont été faites sous des immeubles gouvernementaux pour déstabiliser le gouvernement. Vu les 9 millions d'utilisateurs quotidiens du métro Tokyo, ce fut un miracle que ces attaques n'aient pas fait plus de morts. Cela reste un traumatisme pour les victimes et les gens sur place et pour l'imaginaire collectif de la société japonaise. Ce qui n'est pas sans rappeler un événement qui va survenir à New York 6 ans plus tard. Parlons de cet événement. Le hasard a voulu qu'en septembre 2001, Urasawa dessinait la scène d'attaque de Shinjuku par 2 robots géants. Choqué par ce qui se passait en Amérique, il a remplacé la scène par Kenji chantant une chanson sur la perte et la mort. Pour en revenir à Om Shikyo, 189 membres ont été arrêtés depuis 1995 et 13 ont été condamnés à la peine de mort par pendaison, dont Shoko Asahara. Exécutions qui ont été effectuées en juillet 2018. Soit dit en passant, la secte existe toujours
sous le nom d'Alep depuis 1999. Mais elle est très surveillée partout dans le monde. La secte d'amis et son parti de l'amitié correspondent exactement à tout cela. De façon plus large, le Japon a un rapport particulier à la religion et aux sectes, et les années 80 et 90 ont été un terreau fertile pour plusieurs d'entre elles. Le bouddhisme et le shintoïsme n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir central et sont organisés en une multitude de petites sectes au sens premier du terme. Et la présence de mouvements et de philosophies étrangères avait déjà commencé à la fin du 19e siècle, voire même au 5e siècle, avec l'arrivée du bouddhisme importé de Chine. Les Japonais ont toujours eu l'habitude de croire en plein de rites et de rituels hétéroclites selon leur envie, sans négliger que la rigueur de l'organisation sociale à l'école et dans les entreprises, où les individus sont conditionnés à suivre les règles et ne pas avoir d'opinion, est idéale pour le fonctionnement d'une secte. La période sombre de la crise économique des années 90 a laissé beaucoup de gens dans la morosité. Ajoutez-y tous ces adolescents et adultes qui sont mis à l'écart à l'école ou dans leur lieu de travail, et ceux qui avaient perdu foi en les institutions publiques et privées du pays et qui cherchaient des réponses et des solutions faciles à leurs problèmes. Solutions et réponses qu'ils ne trouvaient ni dans le bouddhisme, ni dans le shintoïsme, qui prônent plus des règles de vie austères et un dépassement dans la souffrance et la privation, mais auxquels les sectes pouvaient répondre. 28 Century Boys dresse un très juste portrait de tous ces gens perdus en quête de réponses et d'un guide qui est représenté par Ami Okanji selon l'angle duquel les personnages regardent. Avec plus de 36 millions de copies vendues, 28 Century Boys a été un tel succès que dès la fin de la manga en 2006, la Toho a immédiatement acquis les droits pour en faire un film. Et ce sont les producteurs Morio Amagi et Ryotsi Ishiyama qui ont été chargés de s'en occuper en raison de leur grande expérience en termes d'adaptation de manga au cinéma. Shiyusushi Fukuda, Takashi Nagasaki et Naoki Orosawa ont tous travaillé sur le scénario. C'est essentiellement Yosuke Watanabe qui l'a écrit, scénariste rodé au format de la télévision. 28 Century Boys constituait sa première adaptation de manga, lui qui a signé par la suite les scénarios des Gens et surtout d'Attack on Titan. La Toho a alors débloqué 6 milliards de yens afin de tourner d'un seul bloc 3 films à la suite, ce qui était à l'époque le plus gros budget pour un film japonais. Jusqu'aux années 2000,
les adaptations de manga au cinéma nippon étaient moins fréquentes et cela concernait des œuvres plus réalistes. Un film qui demandait de reconstituer 3 époques différentes et qui impliquait beaucoup d'effets spéciaux, c'était complexe pour 2008. Il fallait donc un réalisateur fiable à même de transposer la vision du studio. Amagi et Ishiyama ont donc opté pour Yokohiro Tsutsumi, réalisateur, scénariste et metteur en scène japonais. Tsutsumi est l'archétype du réalisateur qui sait tout faire, mais n'excelle dans rien. C'est le bon employé compétent qui fait le produit dont le studio a besoin en respectant le budget sans faire de vagues. Né en 1955 à Yokkaichi, non loin de Nagoya, il connaît une enfance et une adolescence japonaise normale avec un père souvent absent pour son travail. Il déménage à Tokyo en 1973, ayant été accepté à l'université Hosei en sociologie. Mais son vrai objectif était de devenir musicien de rock. Perdant l'intérêt dans sa carrière musicale, comme dans sa carrière scolaire, il abandonne l'université et rentre dans le parc Mizashita, dans Shibuya. Il se retrouve à suivre des amis étudiants en communication à l'école Higashi Ogakuen. Discutant avec des professeurs, il finit par commencer à travailler sur des plateaux de télévision à différents postes. Son ardeur au travail lui forge une belle réputation, ce qui lui permet de réaliser des publicités et des vidéoclips avant de faire le saut dans les téléséries et les téléfilms durant les années 80, ainsi que dans les captations de spectacles. Il est même invité à New York par Yoko Ono en 1989 pour réaliser un film pour elle, Homeless. Il réalise son premier long métrage cinématographique en 1995, Sayonara Nippon. Il va alors alterner entre des films commerciaux et des films plus intimes. Une carrière productive, mais sans grande reconnaissance en termes de prix. C'est d'ailleurs sa marque de commerce. Il peut faire tous les styles de récit, mais il n'excelle dans aucun, ainsi que son rapport plus amical avec tous les membres des équipes, interprètes comme techniciens, alors que le cinéma japonais est très hiérarchisé. Le tournage des 2 premiers films a donc débuté le 3 janvier 2008 pour se finir en octobre 2008. Sachant que le premier film est sorti le 30 août 2008, le montage a dû être mouvementé. Pour aider, c'est le réalisateur de la 2e équipe, Hisashi Kimura, qui a tourné toutes les scènes avec les enfants. En dehors de l'action principale tournée dans la région de Tokyo, la production s'est également déplacée à Bangkok et à Londres, ainsi qu'aux États-Unis et en Chine. Comme pour Rurouni Kenshin, je me suis concentré que sur le premier film, car un film d'une série doit se suffire à lui-même et être clair sans qu'on ait à voir les autres films. Mais donc, que raconte le film? Kenji Endo est le propriétaire de combini sans envergure, mais il réalise
le jour où un de ses amis d'enfance meurt, que sa mort est liée à un étrange symbole et que lui et sa bande avaient inventé enfant et qui a été repris par la secte Ami, secte qui semble être liée à divers événements. Kenzie est alors le seul en mesure de les arrêter s'il parvient à se souvenir de ce qu'ils avaient imaginé enfant. Je ne vais pas tourner autour de la cruche de saké. Le film a repris l'essentiel de l'action des 5 premiers tomes de la manga et les a transposés à l'écran. Le tout en 2h20. Tsutsumi et Watanabe se sont contentés de garder les scènes clés et les principaux personnages et de les aligner dans le même ordre que dans la manga. La seule exception est que le film commence par une scène dans le pénitencier des Lucioles qui arrive plus tard dans la manga. Mais ça sert à raconter cette partie de l'histoire et à faciliter la transition avec le film suivant. Et ça ajoute un élément pour le spectateur de se demander comment ils en sont arrivés là. Mais ça reste secondaire. Il n'y a aucun réel choix d'écriture, ni de fusion de personnages ou de personnages importants coupés. Mais il ne faut pas croire que Tsutsumi n'a pas pris le projet et ce qu'il représentait pour des millions de fans au sérieux. Étant de la même génération qu'Orosawa et ayant eu une adolescence similaire, il se reconnaissait dans Kenji et dans l'histoire de l'œuvre. Du moins, c'est ce qu'il a dit durant la première du film, à Paris. C'est comme si on m'avait demandé d'adapter la Bible à l'écran. Je me suis reconnu dans les jeux d'enfants, les émotions qu'on ressent pour la musique, toutes ces choses-là. Je pense que je n'aurai dans ma vie plus jamais l'occasion de réaliser un film aussi grandiose que celui-là. Je savoure donc ce moment de bonheur et je me bats pour que ce soit une réussite. La manga est si intéressante que j'ai pensé qu'il valait mieux la copier de manière parfaite plutôt que de l'arranger avec mes propres idées. Je me suis servi du manga comme storyboard et j'ai même imité les angles de vue de chaque planche. Toutefois, l'œuvre originale a beau être très cinématographique, les grammaires du manga et du cinéma demeurent un peu différentes. Je me suis donc permis de changer partiellement la structure du film pour que les spectateurs le comprennent plus facilement. Et pourtant, il manque quelque chose au film qui était présent dans la manga. En ne gardant que le squelette du récit et les informations essentielles, ça crée un film bourré d'informations et où ça défile à toute vitesse. 2h20 semble long, mais ça reste court pour le style narratif d'Orosawa. La force de son écriture ne vient pas tant des mystères et des personnages que des moments de flottement où le récit avance lentement en tâtonnant et aux nombreuses fausses pistes qui finissent par aboutir à la solution. C'est parce que le chemin pour se rendre à la solution a été long que cette solution marque le lecteur. En ne gardant que les solutions, c'est moins gratifiant. Et ça fait en sorte que la première heure du film est une suite ininterrompue d'informations sur les personnages, sur leurs liens et sur Ami. Le film se calme après que Kenji ait trouvé la lettre de sa sœur, mais ce n'est pas suffisant pour que le spectateur reprenne son souffle. Utiliser des scènes comme les retrouvailles de l'école primaire ou les funérailles de Donkey pour présenter les personnages et exposer de l'information de façon cohérente et bien pensée
mais ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Tout le monde explique toujours au lieu de montrer. Dans la manga, ces scènes étaient entrecoupées de l'enquête de Kenji et de la vie des personnages, ce qui permet de respirer et de mesurer l'importance de chaque information. Au moins, le film arrive à bien jongler avec les sauts et les versions enfants et adultes des personnages pour mettre de l'avant les liens que le passé possède avec le futur et inversement. Tsutsumi en abuse un peu des fois, mais ce n'est pas trop dérangeant. C'est aidé par le fait que le casting a été parfaitement choisi et que les acteurs et actrices ressemblent à leur version papier et leur version enfant ressemble à leur apparence adulte. Bon, oubliez immédiatement le jeu naturaliste. Tous les interprètes jouent des personnages dans le ton expressif, typiquement japonais. Au moins, toute la distribution est sur le même niveau. C'est classique pour un film commercial et c'est raccord avec l'esthétique du film. Le budget conséquent du film lui permet de bien paraître à l'écran et de ne pas laisser voir que tout a été tourné dans des décors, mais ça reste un ton de film quand même. Un film réaliste, mais absolument pas naturaliste. Tsutsumi reste un réalisateur polyvalent qui arrive à rendre chaque atmosphère efficace dans chaque type de scène, des fois avec plus de réussite que d'autres, mais le film, dans son ensemble, manque un peu de personnalité. Tout est un peu terne et sans relief. Le passé est filmé dans des décors qui reconstituent très bien la fin des années 60 dans un ton sépia maintes fois utilisé. Le présent est dans un ton gris-bleu très propre et le futur dans un rouge qui laisse entrevoir que tout s'est mal fini. Aucune surprise. Même chose pour les effets spéciaux qui s'en sortent bien pour un film japonais de 2008 parce que la plupart sont utilisés durant la nuit. Mais durant les scènes de jour, c'est moins réussi. Mais le principal problème de l'adaptation est que le film a transposé l'histoire, mais a oublié pourquoi Orosawa racontait cette histoire. Le film reste au premier degré. Le récit d'une bande d'amis d'enfance qui veulent empêcher le chef d'une secte de détruire le monde. Certes, c'est l'histoire de la manga, mais ça va plus loin. L'histoire de sauveur du monde, inventée par Kenji enfant et sa bande, et reproduite par Ami, est une histoire d'enfants amateurs de manga d'action qui reproduisent ce que leurs héros font. Ils prennent ces histoires au premier degré. Ils veulent tous être des héros. Et c'est la promesse qu'Ami fait à ses membres. Les sortir de leur vie anonyme et sans but pour en faire des héros et des élus. Ce n'est pas un hasard si Kenji et ses amis, unissant leurs forces pour stopper Ami, ont tous une vie d'adulte morne et sans gloire, faite d'échecs et de désillusions, et retrouvent de l'espoir dans cette quête. Ceux qui ont une vie réussie ne veulent rien savoir de ces jeux d'enfants aux conséquences trop
au réel. Si le film se concentre sur Kenji et nous le présente plus en profondeur, tous les autres membres de sa bande sont limités à l'essentiel. Otso est un mercenaire badass. Yokizi est une jeune femme au fort caractère. Yotsitsune est l'employé de bureau peureux. Maluo est un gros qui ment sans cesse. Et Motsan travaillait à l'étranger et revient d'Allemagne. Ce sont tous des descriptions justes, mais ils sont bien plus que cela et évoluent au fur et à mesure du récit dans la manga. Kenji est important, mais ce n'est qu'une pièce dans l'ensemble du jeu. Tout l'intérêt de la manga ne repose pas dans l'évolution psychologique des personnages, mais elle est présente. C'est les rapports entre eux et leur rapport à leurs rêves d'enfance qui importent. De la même façon que les Atom Boy, Orlok ou Tsuyapuki n'avaient pas une psychologie exceptionnelle à leur époque, bien au contraire. Ils avaient tendance à foncer, sans se poser de questions, mais les personnages évoluaient dans leur récit. C'est à cela qu'Orosawa rend hommage dans 23 Century Boys à ces héros ordinaires dont la destinée est écrite d'avance. Il y rend hommage pour jouer avec le concept et les règles. Le film ne fait qu'appliquer la formule sans se poser de questions, parce qu'il faut bien qu'il y ait un héros et que l'histoire avance, parce que c'est un film. Mais surtout, si la structure et la nature de secte d'Ami étaient centrales dans la manga, dans le film, c'est uniquement le méchant. Ami est une vraie secte aux multiples ramifications dans la société qui promet à des gens perdus et sans espoir d'être des élus. Comme beaucoup de sectes dangereuses l'ont fait. Exactement comme Home Sikio l'a fait. Au-delà du combat manichéen de gentils élus contre un méchant qui veut détruire le monde, mais dont les rôles peuvent être inversés selon le point de vue. La manga fait le portrait amplifié de mouvements sociaux réels et d'actualité. Le film se tient très loin de toute critique politique. Ami est simplement un grand méchant et non plus un être troublé en quête d'amour et de reconnaissance, et ses disciples des zombies manipulés et non plus des êtres écrasés par la société qui recherchent des réponses. Encore une fois, c'est simplifié pour rentrer dans une logique de film et préparer la suite des aventures. Ce qui me fait me poser deux questions. Premièrement, à qui s'adresse le film? L'histoire est plutôt touffue et dense pour un spectateur lambda qui veut se divertir, mais n'ajoute rien de différent pour un lecteur ou un amateur de la manga. Quelqu'un qui n'a pas lu les mangas va comprendre l'histoire du film, mais va passer totalement à côté de la profondeur de la manga. Deuxièmement, pourquoi condenser tout le récit en 6 heures de film incomplet, alors que le style d'Orosawa convient bien plus à une série? Certes, le marché des séries à gros budget en 2008 était nettement plus limité qu'en 2022, avec toutes les plateformes numériques qui ont un besoin vital de contenu.
mais il existait quand même. Mais avec 1,9 milliard de haine au box-office, le film a été un des plus gros succès de l'année, tant au Japon qu'à l'étranger. À eux trois, les films ont fait presque 14 milliards de haine au box-office japonais, remboursant largement leur coût. Le but du film était de rejoindre tant les amateurs de la manga que le grand public, et visiblement y est parvenu. C'est l'essentiel, non? Tout le monde avait des rêves lorsqu'il était enfant. Parfois simples, des fois complexes, souvent irréalistes. Mais c'était la capacité de rêver qui importait, pas d'y parvenir. Nous perdons cette faculté à l'âge adulte pour différentes raisons. Certains essaient de la retrouver, pas toujours par le bon chemin, mais il reste en nous une petite voix qui nous dit que nous pouvons toujours être un héros. Une petite voix qui veut simplement être notre ami. Arigato. 日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。僕は今家路を急ぐ。来年のことを言うと鬼が笑うというなら笑いたいだけ笑わせとけばいい。僕は言い続けるよ5年先10年先のことを。10年後も君とこうしているだろうと。地球の上に夜が来る。僕は今家路を急ぐ。
Thank